donc, du coup, rayer cette population-là de la carte du Congo, Tout à fait. peut-être. Mais exactement ça, parce que chose plus grave, c'est que chez nous, la terre n'appartient pas à un individu. La terre appartient à un clan. C'est-à-dire ceux qui y habitent ont comme devoir de la transmettre aux générations futures. Voilà le système de fonctionnement de la terre pour poule. Or, on est en train de nous pondre une sorte de droit, comme on voit dans les pays occidentaux, la terre appartient à un individu. Comme ça, pour la vendre à qui il veut, ils ont sorti ce fameux terme que je trouve totalement mal placé, les fameux Mfumuntoto. Mais ça n'existe pas. Chez nous, la terre n'appartient pas à l'individu, elle appartient à un clan. Moi, la terre, quand souvent il y a des amis qui m'appellent le prince de Mana, parce que c'est une terre qui appartient à mes grands-parents que moi j'ai à charge de retransmettre à mes neveux. Et c'est pourquoi mes grands-parents me disaient à l'époque, plante un arbre à cet endroit-là, tes petits-enfants vont manger du fruit de cet arbre-là. Donc c'est pour bien marquer que la terre ne nous appartient pas, elle appartient aux générations futures. Eux, ils sont en train de tout détruire, comme ils ont fait avec l'argent des générations futures, qui a totalement disparu, qui sont totalement dilapidés dans des fêtes à ne pas en finir. Ils n'ont même pas investi, ils ont juste fait des fêtes. Donc c'est pour dire que ces gens-là, non seulement sont des jouisseurs, mais c'est des véritables crapules, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. C'est incroyable. Alors là-dessus, je pense que il y a plus, enfin il y a toujours plein de choses à dire, hein, mais que les incrédules ou tous ceux qui se laissent embobiner par cette propagande puissent en prendre de la graine. Nous remercions nos internautes, enfin les amis internautes qui suivent avec beaucoup d'intérêt ces causeries patriotiques. Certains nous envoient des questions par notre boîte mail, d'autres nous les font parvenir par WhatsApp comme tout à l'heure, hein, nous en avons écouté une. Et puis là, c'est quelqu'un qui a laissé un commentaire sur YouTube. Il se nomme Rock Simplice. Donc, merci beaucoup déjà pour son esprit de courtoisie. Il pose, voilà, en fait, il dit un tout petit peu son ras-le-bol hein, en disant les Diawara, Muzabakani, Matsokota et tous ont trahi. C'est à cause d'eux que le pôle subit jusqu'à aujourd'hui. Le problème du Congo aujourd'hui, c'est la France. Le jour que Sassou mourra, la France va vous imposer un autre Sassou, sinon pire que lui. La question est comment se débarrasser de la France. Yaben, c'est à couper le souffle. Non seulement ça a coupé le souffle, mais je crois qu'il y a plusieurs questions dans son intervention. On va essayer d'en prendre, de les prendre, je dirais, l'une après l'autre, peut-être en désordre, parce que ce n'est pas toujours évident. Tout à fait. Alors, en disant que tous ces personnages qu'il a nommés, depuis Diawara, Muzabakani, Matsokota, ont trahi, je dirais non. Pourquoi non? Parce que tout simplement, d'abord, il y a 3 générations de personnes dans sa question, et en même temps, nous ne sommes pas à la même époque. Or, lui, il juge ces personnes-là à l'aune des connaissances d'aujourd'hui. Il faut repartir à l'origine, quand ces personnes-là étaient, je dirais, aux affaires, ou bien avaient été formées. Moussa Bagani, c'est l'ancien de l'armée française, donc qui a fait la guerre d'Indochine, et qui se retrouve au sortir de la guerre d'Indochine sous-officier, et qui est donc recruté dans l'armée congolaise naissante comme officier. Matsokota est en formation dans les écoles ici en France, où il avait passé son bac, avait été à l'université et avait fait l'école de magistrature qui à l'époque n'était pas à Bordeaux mais à Paris, où il était sorti parmi les meilleurs de cette école-là et avait 2 casquettes, ou avocat ou magistrat. Il avait choisi la magistrature. Et Diawara, lui, est beaucoup plus jeune, donc lui, dans les années 60, est à l'université, donc en pleine formation pour faire économie. Il va donc au moment de la Deuxième République, donc se retrouver dans le système de la GMNR et donc se retrouver donc à la tête de certaines structures, notamment la jeunesse. Maintenant, si on prend ces différentes époques-là, on s'aperçoit que certains ont été formés sous la coloniale, donc pour servir la colonisation, et d'autres ont été formés non seulement sous la coloniale, mais aussi dans cette école qui était à Paris, naissante de l'époque, avec les mouvements
de la négritude, avec les mouvements d'émancipation des peuples colonisés, ce qu'on appelait à l'époque les mouvements non alignés, et donc avait une autre vue de ce qu'était le Congo, par rapport à la France, bien évidemment, qui était à l'époque ce qu'on appelle la mère patrie, en fait, la puissance qui nous colonisait. Et Jawara arrive dans la foulée de ces jeunes-là dans les Matsokota. Donc si on remet tout ça en perspective, on s'aperçoit qu'il y avait au moins une idée maîtresse qui était à la tête de ce pays-là, à cette époque-là, c'est de former les cadres pour le pays. Mais le pays, Olivier l'a évoqué dans d'autres causeries, quand il nous parle de la nation congolaise en devenir, la nation congolaise à construire à partir de plusieurs ethnies. Mais le père de l'indépendance, l'abbé Fulbert Yulou, avait aussi cette optique-là. Quand on prend les premiers décrets de nomination, de formation, de nomination plutôt au sortir des écoles ou bien au sortir des stages de certains cadres au sein de l'armée particulièrement, il faisait toujours, je dirais, il avait toujours à l'esprit et il faisait toujours cette maxime-là dans ces nominations-là, d'avoir toujours un représentant des différents coins de la République. Pas de chaque région, mais il avait réparti à peu près en 3 catégories. Un du nord, un du centre et un au sud. On prend les décrets de l'armée, c'était comme ça qu'on formait les gens. Parce que dans leur esprit, tous les Congolais, de Pointe-Noire jusqu'à Imfondo, on devait former une nation. Donc il fallait donc se construire ensemble, en entier. C'est pour ça qu'en 60, juste après l'indépendance, ou un peu avant l'indépendance d'ailleurs, l'abbé Fulbert Yulou, le père de la nation, avait créé ce qu'on appelle le service civique, où on brassait toutes les populations congolaises pour qu'on puisse justement former ce que moi je peux appeler aujourd'hui Homo congolensis, c'est-à-dire l'homme congolais. Donc voilà l'optique que l'abbé Fulbert Yulou avait, et les premiers cadres du Congo avaient aussi. Donc ils n'avaient pas cet élan de tribalisme comme on a aujourd'hui. Donc on ne peut pas juger nos cadres-là par rapport aux élans tribalistes que nos amis de l'Ubumitri ont. Donc ce n'est pas du tout la même chose. C'est vraiment deux choses totalement différentes. Ils étaient partis avec de bonnes intentions, mais malheureusement, en faisant, comme on dit, en forgeant, ceux qui arrivaient se sont rendus compte que, notamment nos amis qui ont formé le Bumitri après, se sont rendus compte que parmi eux, parmi les amis qu'ils avaient de leur région d'origine, non seulement c'était des régions qui étaient sous-peuplées par rapport aux régions du sud du Congo, de la maxime de Nomazalaï, nous sommes minoritaires démographiquement, on ne pourra jamais commander aussi des coups d'État. Et deuxièmement, ils n'avaient pas des cadres, je dirais, dans les lycées ici, pour faire les grandes écoles françaises, parce qu'on avait un pays qui était calqué sur le système français, n'arrivait à des postes clés que ceux qui avaient fait des grandes écoles, comme on fait en France ici. Vous pouvez faire toutes les études que vous voulez, ce n'est pas passer par les grandes écoles. Il y a des postes que vous n'occuperez jamais. Vous ne serez jamais préfet, vous ne serez jamais dans la haute fonction publique. À certains postes, pour les occuper, il faut passer les concours. Chez nous, c'était à peu près ce qu'on amenait dans notre pays, puisque les premiers cadres du Congo, ceux qui ont été formés, qui n'étaient pas à l'université, sont venus ici, à partir des capacités intellectuelles qu'ils avaient, faire certains stages, et sont sortis ici administrateurs comme les administrateurs français, sont rentrés au Congo et ont géré le pays. Quand on voit comment le Congo était géré de 59, la fameuse loi 4 de fer, jusqu'à 63, on n'a pas eu autant de détournements qu'on a eu aujourd'hui sous le Bumitri. Donc le pays était quand même suffisamment bien géré. Un petit exemple que je citerai pour montrer la probité qu'on demandait aux cadres de l'époque. Quand on rentrait de mission, il fallait aller rendre compte 2 fois. Un compte rendu financier au contrôle financier, donc il fallait justifier les dépenses qu'on avait faites pendant cette mission, des fonds qu'on vous avait donnés, et un deuxième compte rendu administratif de la mission que vous avez accomplie. Aujourd'hui, il n'y a rien de tout ça. On vous donne 3 millions pour aller en mission, vous en dépensez 200 000, eh bien les 2 800 000 ou 200 000 dans votre poche, vous ne vous rendez pas compte. Donc, ce n'est pas le même fonctionnement qu'on avait à l'époque et ce n'est pas le même fonctionnement qu'on a aujourd'hui. Donc, les gens à l'époque n'ont pas trahi, au contraire. C'est les gens qui ont bien géré le pays, qui ont montré même l'exemple. Et nous, on a justement aujourd'hui à prendre comme exemple ces aînés-là pour essayer de leur ressembler.
Et moi qui suis venu bien après les Diawara, puisqu'on a parlé de ces générations-là, nous on avait comme exemple tous ces anciens-là, comme les Diawara, comme les Makubu, comme les Misonsa, comme les Samba, comme tous ces gars qui ont fait des grandes écoles. Il y avait santé navale, tous les grands qui ont fait santé navale. Il y a moi, j'ai un référent aujourd'hui avec qui je converse assez souvent. C'est le docteur Athanas Massengo, qui a été l'un des grands gynécologues aux Antilles, qui est congolais, mais qui a tout le temps travaillé là-bas. Et c'est lui parmi les premiers qui ont dénoncé justement ce côté oblimétrique. Parce que eux ont fait des grandes écoles françaises d'officiers, et les autres qui arrivaient, qui sont allés faire des stages à Saint-Cyr, les ont empêchés de devenir capitaine quand ils rentraient au Congo. Lui, il a dit, vos galants, vous les carrez, comme on dit en français, excusez-moi du terme, et il a préféré revenir civil et aller travailler au pays de sa femme, donc aux Antilles. Donc, pour bien montrer que nous, on avait effectivement des, comment je dis souvent, des référentiels, des gens qui avaient fait de très bonnes études et on les suivait. Chez nous, on en avait beaucoup, mais quand on prend la partie nord du Congo, ils avaient peu de ces cadres-là et la majorité de ceux qui arrivaient là-bas, qui sont arrivés à des postes de responsabilité par stage, et certains qui étaient conscients qu'ils avaient échoué, mais on les avait rattrapés pour en faire des cadres, se sont dit, si c'est par le mérite, on n'y arrivera pas, il faut changer de système, il faut changer, comment dire, le logiciel, et ils ont créé le système obliométrique. Donc il faut qu'on fasse attention à ce que l'on dit, surtout quand il nous manque pas mal d'éléments pour pouvoir juger, donc attention à cela. En tout cas, je comprends un peu le dégoût. Je suppose que cette personne qui a réagi ainsi est un jeune qui ne sait que ce que le PCT lui a mis dans la tête, puisque nous avons grandi dans cette dynamique de la propagande où on finit par découvrir, lorsqu'on fait quelques recherches, que nous avons été menés à bateau, comme on dit. Et alors, il y a Olivier là-dessus, peut-être quelque chose à ajouter? Et un petit truc à ajouter par rapport à ça, c'est effectivement en faisant un peu, je dirais, la reprise de tout ce que j'ai pu dire, que ça m'est revenu à l'esprit. Au sein de l'obumétrie, il y avait une maxime. Le parti dirige l'État. N'importe quelle personne qui avait, comme disait un de mes grands-parents, une capsule de bière sur sa chemise, qui était rouge, Ouais, membre du PCT, donc l'obumétrie, oui. cette personne devenait chef, devenait le patron. Et c'est pour ça que Sungwabi, quand Senghor arrive à Brazza, donc c'est Mokhtar Oudala plutôt qui lui dit, ou Senghor, je ne me rappelle plus exactement, je crois que c'est Mokhtar Oudala ou Senghor qui lui dit, à Brazza, si vous laissez le parti diriger l'État, c'est la ruine du parti, c'est la ruine de l'État. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et c'est ce que nos anciens ne voulaient pas. C'est pour ça qu'ils voulaient absolument que ce soit des gens formés correctement et très bien. Merci. Un maquis, impossible. Donc, en revenant sur le cas de Ntumi, sa logistique n'existe pas. Donc, c'est quelqu'un qui a été fabriqué de toutes pièces et qui est monté de toutes pièces par ce système oblimétrique. Voilà. Merci beaucoup, chers aînés. Donc, notre causerie patriotique de ce jour, 30 janvier 2021, touche à sa fin. Espérons que les mesures drastiques qui sont prises dans le protocole du Covid ne vont pas nous empêcher de nous retrouver les jours qui viennent. En tout cas, est-ce qu'il y aurait un dernier mot? Il y a Olivier, il y a Ben, tout a été dit. Merci beaucoup. Ben, aujourd'hui, je n'apparais pas devant l'écran parce que notre caméraman de circonstance n'est pas là. Zut alors. Ben, donc, j'ai pris sa place et nous vous disons au revoir. Et ça a été un grand plaisir voilà, de vous préparer ces causeries patriotiques. Et à très bientôt. Merci. Au revoir.